Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, étonnement. Certains étonnements sont ceux du voyageur, a priori banaux. D'autres supposés plus scientifiques sont ceux du juriste. A. Les étonnements du voyageur. Einstein nous a appris que l'espace et le temps sont liés. Pour un Européen, ceux-ci prennent au Brésil des dimensions inaccoutumées. En 2016, l'arrivée d'un Français dans ce pays ne ressemble pas à celle de Lévi-Strauss, il y a plus de 80 ans. L'avion abolit les distances, mais ne laisse pas au voyageur le temps de se déprendre des habitudes de son pays d'origine. Les mails, laconiques et utilitaires, ont remplacé journaux de voyage et discussions avec les compagnons de traversée. Le vol de la France jusqu'au Brésil nécessite une quinzaine d'heures, ce à quoi on s'attend. Mais les vols internes, qui comportent plusieurs milliers de kilomètres, opèrent un changement d'échelle par rapport à l'Europe. Une impression ressentie dans d'autres pays comme la Chine, le Canada, l'Inde ou la Russie, le plus grand pays du monde où je me rends souvent puisque mon épouse en est originaire. Ensuite, le temps quotidien. Les projets se succèdent, s'annulent et ne se remplacent pas toujours. Quant aux horaires, même académiques, ils ont un caractère plus indicatif que prescriptif. Déconcertant pour un esprit cartésien. Les guides de voyage à l'intention des Brésiliens signalent qu'en Europe et dans le monde anglophone, l'exactitude est requise et qu'au Japon on arrive toujours avant l'heure. Les Brésiliens paraissent en avance sur la France dans la manipulation des iPhones dans la vie quotidienne, qui prend l'allure d'un trouble obsessionnel, voire compulsif. En facilitant les relations longue distance, Internet éloigne physiquement ceux qui sont présents dans un même espace et les déconnecte de l'instant. Mais le temps se ralentit dans les embouteillages, une seconde nature des Brésiliens. À Sao Paulo, qui s'étend sur 127 km d'est en ouest, il est normal d'être 4 ou 5 heures chaque jour en voiture. Heureusement, les iPhones permettent de passer le temps. Une prise dans les voitures les maintient sous tension. Le différentiel dans la valeur attribuée au temps est également perceptible dans les préférences des classes aisées en matière d'habitat. L'ancien, aussi bien immobilier que mobilier, n'est pas prisé. Les appartements de la bourgeoisie sont vastes, fonctionnels, souvent décorés de façon abstraite et assez froide. Pas de meubles ni de tableaux anciens, des appareils de climatisation et de télévision multiples et apparents. Il est également usuel d'avoir plusieurs domestiques, en général illettrés, avec lesquels on constate une certaine absence de formalisme. Parallèlement, on note que la musique classique n'est guère appréciée, même s'il existe dans certaines universités que j'ai visitées, Belo Horizonte, João Pessoa, des groupes de recherche sur les arts et le droit. On appelle la musique classique musica erudita, tout un nom-programme. À la vérité, en France, celle-ci n'intéresse qu'un public âgé. À Sao Paulo, le directeur de l'Alliance française m'invite à un concert donné par une violoncelliste française d'origine russe, membre des Arts florissants de Wilhelm Christie, que j'ai bien connue. Elle joue certains de mes morceaux préférés, des suites pour violoncelle de Bach. C'est le soir du 31 août 2016. La France vient de me mettre à la retraite à cette date précise, me privant de cours et de direction de thèse. Je conserve le programme et le ticket d'entrée. Le prestige social ne passe donc pas en général par l'ancien, et le temps ne s'écoule pas de la même manière au Brésil que dans d'autres pays. Autre constat surprenant, le zonage des villes. Les quartiers miséreux des favelas sont à l'immédiate proximité des quartiers aisés, dans lesquels les villas sont enfermées dans de hautes grilles parfois surmontées de barbelés. À l'entrée des immeubles bourgeois, un portier contrôle toujours l'identité des arrivants. Ces immeubles ne se situent pas dans le centre-ville, plus populaire. Les riches se regroupent aussi dans des condominiums en banlieue, qui ont un peu l'allure de camps retranchés, comme les lotissements des riches vieillards aux États-Unis. Au feu de signalisation, des adolescents à la peau sombre exécutent des jongleries dans l'espoir de quelques réals. Cette stratégie obsidionale des riches se constate dans beaucoup de parties du monde. Comme l'a établi une récente enquête comparative menée dans de grandes métropoles, Sao Paulo, Paris et Delhi. Les riches peuvent admettre d'avoir à payer pour les pauvres, mais ils ne veulent pas les côtoyer ni les apercevoir. À Sao Paulo, dans les quartiers aisés, les colonnes de béton des hauts immeubles naissent dans des écrins de verdure. Les habitants de ces quartiers d'Higiénopolis, Morumbi,
Alphaville et Desjardins appartiennent aux 10% des Brésiliens les plus riches. Gabriela, 67 ans, secrétaire bilingue à la retraite, mariée à un ancien colonel et chef d'entreprise, s'exprime ainsi. J'ai été élevée dans les principes très basiques de morale, ne volez pas, etc. On a tout cela ici dans le quartier. On n'aura pas beaucoup de débauches, rien de tout cela parce que justement, la manière dont j'ai été élevée, c'est aussi la manière dont les amis de mes enfants l'ont été. Et ça reste la même aujourd'hui encore. Ce sont les mêmes principes moraux. Carla, 51 ans, avocate mariée à un ingénieur, exprime la crainte des habitants de son quartier envers les migrants, y compris les migrants intérieurs en provenance des États les plus pauvres du Brésil. Ce qui est en train de se passer, c'est que nous sommes de plus en plus pris en otage par ces gens qui n'ont pas le minimum de quoi que ce soit, rien en termes de culture, d'éducation. Ils pensent qu'ils peuvent me côtoyer, mais je dois tolérer leur manque d'éducation, saleté, cela ne va pas. C'est pareil partout dans le monde. À Paris, les Parisiens diraient la même chose, non? La comparaison avec les Parisiens n'est pas fortuite. Il y a en effet parmi les favorisés des attitudes qui peuvent différer vis-à-vis de la ségrégation sociale. On remarque qu'Higiénopolis, dont les habitants appartiennent aux professions intellectuelles et culturelles, présente plusieurs similarités avec le 5e arrondissement de Paris. Tout en appartenant à des catégories favorisées, les habitants de ce quartier habituent leurs enfants à fréquenter les espaces et transports publics de la ville et ne fréquentent pas les ménages ayant des comportements trop ostentatoires par rapport à l'usage de l'argent. Mais pas d'espace vert dans le patchwork pointilliste des favelas, où malgré mes demandes, je n'aurais pas réussi à me faire accompagner. Je n'ai pu effleurer que leur lisière, en voiture. Les voitures des riches sont parfois blindées. La circulation dans les villes est souvent perturbée par les manifestations. En août 2016, le Brésil est agité par la procédure de destitution de Dilma Rousseff soutenue par les milieux universitaires, opérée avec un souci respectueux des formes, qui étonne un ethnologue brésilien rencontré à l'université de São Paulo. D'après lui, les juristes croient à l'efficacité symbolique des formes, peut-être plus qu'au fond du débat. Il est vrai que le Brésil est sans doute un des États les plus judiciarisés du monde. L'État de São Paulo compte 400 000 avocats pour une population totale de 44 millions d'habitants. Près d'un avocat pour 100 personnes. Les premières impressions sont donc superficielles, mais pas nécessairement inexactes, même si ce sont surtout des interrogations. Tout d'abord, les Brésiliens parlent haut et fort, notamment dans les lieux publics comme les restaurants, même de luxe ou les cafés. Est-ce un trait culturel? Une expression de ce qu'on suppose être l'exubérance latino-américaine ou la langue portugaise qui est plus accentuée que le français? Ou encore souci du paraître, si fort dans cette société méditerranéenne transportée outre-Atlantique? J'assiste à une messe du soir dans la cathédrale de Maceió. Le volume sonore des chants et de l'orgue électronique est celui d'une boîte de nuit. Ensuite, l'utilisation du toucher qui pour un Européen relève de l'intimité. Dans les contacts de la vie quotidienne, les façons de se dire bonjour et au revoir, les contacts corporels sont plus rapides et plus fréquents. Sur les campus, les professeurs font la bise à leurs étudiantes en les enlaçant. Surtout quand elles sont jolies. On me recommande de faire de même en oubliant le formalisme français. Les enseignants invitent leurs étudiants et étudiantes à leurs anniversaires. Quand j'ai créé en 2002 mon master de droit des activités artistiques, j'organisais des pique-niques avec mes étudiants dans le parc à la française du Pavillon de l'Enfant, un bâtiment du XVIIIe siècle, alors propriété de l'université. Je les emmenais en voyage à Prague et Barcelone. Nous visitions des musées et allions entendre des opéras de Mozart. Mes collègues aixois accueillaient ces initiatives avec réprobation ou une sympathie étonnée. L'un d'eux me dit « Tu fais comme si tu étais un prof américain dans un campus ». À la fin de l'année universitaire, mes étudiants organisèrent un concert à la faculté de droit d'Aix et me remirent un petit livre d'or avec leurs remerciements. Nous buvions un pot sur le cours Mirabeau. Il était 2 heures du matin et nous n'arrivions plus à nous quitter. Un des plus beaux souvenirs de ma vie. Ce sont souvent les commencements qui sont les plus beaux. Les différences d'âge importantes dans un couple, 20 ou même 30 ans, sont courantes dans toutes les classes de la société, au contraire de la France, où elles sont suspectes. L'homme âgé est un pervers sexuel, la jeune femme au mieux vénale.
Revers de la médaille. La femme de 40 ans que les accidents de la vie laissent seule aura beaucoup de mal à retrouver un partenaire sérieux. Dans la recherche d'une femme jeune, le souci du paraître intervient-il aussi ? Toujours à l'inverse de la France, il est possible de dire à une femme qu'elle est belle, sans être soupçonnée de machisme ou pire encore. Même dans les élites, les femmes montrent souvent une affection teintée de respect à leur mari ou compagnon. Compare qui pourra ou voudra. À Belo Horizonte, ma traductrice, une Française de la trentaine, jolie et militante dans une ONG, me dit gentiment alors que je m'effaçais pour la laisser passer. Vous savez que ce genre de geste peut être interprété comme un signe de machisme. Réfléchissons un instant. Certaines auteurs féministes comme Eva Illouz s'en prennent en effet à la galanterie. Être galant, c'est être conscient de sa supériorité tout en l'euphémisant, en faisant des gestes de déférence et de protection, qui n'ont de valeur érotique que parce qu'ils présupposent cette supériorité. La galanterie serait ainsi un des effets de la détention inégalitaire, parce que régulée principalement par les hommes, de ce que l'auteur nomme le capital sexuel. Ceux-ci en fixent les critères, par exemple la jeunesse. Une jeune femme de 23 ans est considérée comme trop vieille par l'industrie du mannequinat, la minceur et la blondeur. À ce jeu, certaines femmes sont gagnantes, les actrices et mannequins, les présentatrices de télévision, les attachées de presse, les hôtesses de l'air correspondant à ces standards. L'auteur minimise même l'égalité salariale et l'accès des femmes au plaisir sexuel, qui n'entameraient que peu la domination structurelle des hommes. On peut discuter sur la signification exacte de la galanterie et des sentiments qu'elle peut provoquer chez les femmes qui ne sont pas forcément négatifs, sans que pour autant celle-ci soit aliénée. Au Brésil, on pressent en arrière-plan la violence possible, cependant contenue par l'habitus. Il y a des pauvres et des riches parce que c'est la vie. L'église est très présente, des prêtres habitent dans les favelas. Il s'agit donc d'une église très souvent proche des pauvres. On se souvient que c'est en Amérique du Sud qu'est née la théologie de la libération, condamnée par Jean-Paul II comme l'avaient été auparavant les prêtres ouvriers en France. Quand on entre dans une église les jours de semaine, on peut souvent assister à des messes avec un public non négligeable, dont la plupart des membres communient. Le prêtre dépose l'hostie dans la bouche des fidèles comme on faisait autrefois en France, simple rituel ou foi authentique. En tout cas, l'Église catholique est de plus en plus concurrencée par les mouvements évangélistes, qui jouent sur une approche plus sensible de la religion. Paradoxe, cette Église proche des pauvres est aussi une Église assez souvent conservatrice sur le plan politique, peu favorable au traitement préférentiel des minorités ethniques, sans parler de son opposition à l'avortement, toujours prohibé au Brésil, à quelques exceptions près. Ce qui n'empêche pas un grand nombre d'avortements clandestins. La violence est souvent une violence domestique, dont les premières victimes sont les femmes. En France, une femme meurt tous les 3 jours de violence conjugale. Au Brésil, ce pourcentage se compte par heure. Comme me l'ont dit certaines de mes collègues, les femmes intériorisent souvent les contraintes du machisme. La domination de la femme par l'homme est naturelle. Ces croyances sont évidemment inversement proportionnelles au degré d'élévation sociale. Dans les élites et chez les étudiantes, les femmes sont souvent féministes et ont des comportements indépendants par rapport aux hommes, les unions sont volatiles. On me dit qu'à Sao Paulo, la mode commence à venir des fêtes de divorce comme aux États-Unis. Je suis reçue chez un grand propriétaire foncier de la région de Maceió. La partie centrale des bâtiments de l'exploitation date du XIXe siècle. La grande maison des esclaves est située seulement à 15 mètres de la maison des maîtres. Évidemment pour des impératifs de surveillance. Mais une telle contiguïté déconcerte. Comment était-elle vécue au XIXe siècle ? À l'intérieur, des vastes pièces, sommairement meublées, avec beaucoup de mobilier non déballé. Les propriétaires habitent en ville. Les Brésiliens aisés ne semblent pas aimer la vie à la campagne. Passons maintenant aux étonnements du juriste. B. Les étonnements du juriste. C'est la plus radicale manière d'anéantir toute argumentation que de séparer chaque chose de toutes les autres, car la raison nous vient de la liaison mutuelle entre les choses. Platon le sophiste, 259e. Le sage connaît directement la production interdépendante, et ne prend plus appui sur aucune vue extrême. Il sait que les choses ont des causes, dépendent de circonstances, et que rien n'existe sans cause ni circonstance. Le Bouddha, Sutra requis par Sagara.
Les droits français et brésiliens sont de la même famille romano-civiliste. Ils s'inspirent du Code Napoléon, du Bürgerliches Gesetzbuch et du Code civil portugais. Le juriste français est néanmoins frappé par certaines différences. Certains de ces étonnements concernent des points relativement de détail. Par exemple, un juriste professeur d'université peut aussi être un juge ou un procureur, ce qui augmente de beaucoup son salaire. La profession de notaire est également organisée de façon différente. Les notaires sont des fonctionnaires, dont certains plus particulièrement attachés au fonctionnement des tribunaux. Comme en Allemagne et dans beaucoup d'autres pays, le droit pénal n'appartient pas au droit privé, mais est une branche du droit public. Viennent ensuite des différences plus importantes par rapport à notre sujet. Tout d'abord, les discussions et les colloques sur le genre sont ici usuels et ne relèvent pas du tabou ou d'une ignorance crasse comme en France. La conception française de la laïcité, qui en fin de compte protège les religions, est souvent mal perçue au Brésil. Sans être justifiée, les attentats contre Charlie Hebdo ont été l'objet d'appréciations diverses. J'apprends aussi que contrairement à la France où la population carcérale féminine ne représente que 4% des détenus, femmes et hommes se partagent à peu près à parts égales les prisons brésiliennes surpeuplées. Les femmes sont impliquées dans le trafic de drogue, les homicides et les blessures incluant l'emploi de la force physique, armes blanches, revolvers. Quant au statut de l'anthropologie juridique, on constate comme dans d'autres pays ce qui semble bien être un des universaux du juriste. Les anthropologues du droit sont souvent considérés par leurs collègues juristes comme des gens peu sérieux. Au-delà des traditions nationales, sans doute faut-il voir dans cette spécificité du droit sur laquelle je reviendrai, la marque d'une proximité avec le pouvoir que revendiquent plus ou moins clairement les juristes ou dont ils se sentent imbus. Le juriste est celui qui fait la loi et organise la société avec le concours de la force publique. La mise en question du droit qu'opère l'anthropologie juridique ne peut donc qu'éveiller des soupçons. En revanche, par rapport à la France, le tableau change dans la mesure où les anthropologues du droit sont bien reçus par leurs collègues anthropologues des facultés des lettres. Dans plusieurs universités, mais spécialement à Sao Paulo, on me dit que mes ouvrages, dont certains sont traduits en portugais, sont lus par des centaines d'étudiants et que je suis bien connu au Brésil. Je l'ignorais et en suis touché. On me demande dans chacune de mes conférences de parler de l'anthropologie juridique en France. Je sais que je vais décevoir, mais je suis obligé de dire la vérité. La discipline est sous-développée en France. Il n'existe à Aix-en-Provence aucun centre d'anthropologie juridique. Il serait suicidaire pour un étudiant voulant entrer dans la carrière universitaire de faire une thèse d'anthropologie juridique. La mort dans l'âme, j'ai dû en dissuader plusieurs. Plus profondément, l'idéologie républicaine est hostile à la reconnaissance de ce qui fait une bonne partie des terrains de l'anthropologie juridique, les peuples autochtones et les minorités. Quant aux études sur le genre, elles sont mal vues en France, surtout chez les juristes, qui souvent les critiquent sans les connaître. Les anthropologues du droit brésilien s'intéressent évidemment de manière traditionnelle au sort des Indiens, leur peuple autochtone. Les étudiants brésiliens sont très surpris quand on leur dit que la France ne reconnaît pas sur son sol l'existence de minorités et de peuples autochtones. Leurs enquêtes portent très souvent sur les milieux juridiques, comme les notaires, en privilégiant le thème de l'accès à la justice. Au-delà des normes, ils entendent dire comment elles fonctionnent concrètement et sont partisans de l'école américaine du réalisme juridique. Une attitude pas si fréquente en France, où par exemple, la science administrative est une discipline déclinante et où la sociologie du droit est une portion congrue des enseignements, quand elle existe. À l'intérieur des facultés de droit, les étudiants, avec le tutorat de leurs professeurs, sont organisés en groupes de recherche qui se fixent collégialement des objectifs, procèdent à leurs enquêtes sur le terrain dont les résultats peuvent parfois conduire à des modifications législatives. À Belo Horizonte existe ainsi une clinique des droits humains, dont les travaux portent sur la pornographie infantile ou l'état civil des personnes transgenres. À Maceió, on étudie les violences conjugales. Revenons maintenant au thème de la spécificité du droit. En France, cet argument, notamment soutenu par un constitutionnaliste aixois maintenant disparu, a toujours été avancé pour maintenir une séparation entre le droit et les sciences sociales. Or c'est celui du corporatisme et non pas d'une approche scientifique. On ne voit pas pourquoi le droit serait plus spécifique que les mathématiques ou la musicologie.
Rappelons que la plupart des juristes français sont des positivistes adeptes de la vision du droit de Kelsen, qui prenait, c'est le titre de l'un de ses ouvrages, une théorie pure du droit. Sans parler de l'anthropologie juridique, la sociologie juridique, même brillamment illustrée par Jean Carbonnier, qu'eût-on dit de lui s'il n'avait pas été par ailleurs un civiliste incontestable, ne s'est jamais développée. Et l'interdisciplinarité n'est bien souvent qu'un slogan. Comme le dit lui-même Yvon Berland, président de l'Université d'Aix-Marseille, qui englobe le droit, les lettres, les sciences et la médecine, celle-ci donne l'impression d'un grand orgue dont on n'arrive pas à faire jouer les tuyaux ensemble. Cette méga-université existe bien sur le plan administratif, mais ce n'est pas une maison commune. Ce refus de la complexité a des causes plus profondes que le corporatisme. Ce cloisonnement des disciplines repose sur une certaine conception de la réalité du monde. Il est incontestablement efficace jusqu'à un certain point. C'est en divisant qu'on spécialise et qu'on devient donc performant dans la maîtrise de ce qui nous environne. La pensée mythique, qui explique à la fois le choix préférentiel des conjoints et la distance de la Terre à la Lune, n'est pas ce que nous appelons la pensée scientifique. Et la chirurgie est souvent beaucoup plus efficace que le chamanisme. Mais cette efficacité a un prix, la perte de la cohérence globale. L'interdépendance est notamment à la base du structuralisme, qui considère davantage les relations entre les termes que les termes eux-mêmes. Mais on la retrouve aussi dans les sciences de ce que nous appelons la nature. Les expériences de laboratoire ont toujours validé les théories de la physique quantique. Deux particules sont unies instantanément au-delà des distances qui les séparent. Seraient-elles situées aux extrémités de l'univers connu? Un demi-siècle avant l'élaboration de la physique quantique par l'école de Copenhague, en France, l'expérience de Léon Foucault avait déjà révélé cette interdépendance. En 1851, il attache un pendule à la voûte du Panthéon à Paris. Après son lancement, le plan d'oscillation du pendule pivote au fil des heures. L'explication première du phénomène est assez facile. Cette variation du plan d'oscillation n'est qu'apparente et due à la rotation de la Terre. Mais si l'on oriente ce plan vers des objets de plus en plus éloignés, il varie aussi. Si on l'oriente vers le Soleil, ce dernier sort du plan d'oscillation après quelques semaines. Les étoiles les plus proches, situées à quelques années-lumière, font de même après quelques années. La galaxie Andromède, située à 2 millions d'années-lumière, dérive moins, mais finit par sortir du plan. Seuls des amas de galaxies les plus lointaines, situées à des milliards d'années-lumière, aux confins de l'univers connu, ne dérivent pas par rapport au plan d'oscillation initial du pendule. Autrement dit, le pendule ajuste son comportement en fonction des galaxies les plus éloignées. Même si elle n'a pas reçu d'explication à l'heure actuelle, cette interdépendance est certaine. Autre référence possible, le bouddhisme. Les philosophies et les religions se situent en dehors du champ de la science. De façon ironique, des physiciens soviétiques ont dit que les religions étaient le moyen de tout expliquer sans rien comprendre. Bien des explications de cette sorte ont en effet été démenties par l'observation scientifique. Des centaines de millions d'êtres humains ont cru que la Terre était plate, ce qu'affirment plusieurs versets du Coran. Et l'on peut toujours penser que par l'effet du seul hasard, une explication philosophique ou religieuse peut plus ou moins correspondre à l'observation prouvée de la réalité. Il reste que le bouddhisme présente des particularités qui méritent d'être signalées par rapport à notre objet. Pour un bouddhiste, l'objet en soi n'existe pas. Il est vacuité, non pas le néant, sans quoi nous ne le percevrions pas, mais ce par quoi ces diverses apparences se manifestent. Un verre d'eau sera considéré par la majorité des observateurs comme une boisson rafraîchissante, par un physicien comme un ensemble de molécules, et par un poisson comme un habitat. Ce que nous appelons la réalité est donc plurielle et relative. Les objets n'existent que dans les relations qu'ils entretiennent entre eux, et dans la relation qui les unit à l'observateur. Cette interdépendance me paraît correspondre à la méthode et à la nature de l'anthropologie. Lorsqu'il effectue un terrain, l'anthropologue, quoi qu'il fasse, modifie la société observée et son point de vue n'est que le sien propre, nourri par ceux de ses informateurs. Plus encore, l'anthropologue va beaucoup plus avant que le juriste dans la connaissance de l'objet observé, dans la mesure où en ce qui concerne le droit, il ne se satisfera jamais du seul énoncé des normes, mais aussi, et plus encore, des pratiques et des représentations.
C'est dans cet esprit qu'ont été rédigés les chapitres qui suivent, où l'on trouvera des références à certains auteurs brésiliens et aux manières communes qu'ont juristes brésiliens et français d'envisager certains problèmes. Dans un premier chapitre, je donnerai des aperçus sur l'anthropologie française en relation avec le Brésil, en évoquant notamment Claude Lévi-Strauss et Roger Bastide. Un second chapitre traitera des droits de l'homme, un objet incertain au sens bouddhiste du terme, qui pour le moment existe surtout dans la pluralité des apparences et les liens que des juristes français et brésiliens essaient de nouer en préconisant la constitution d'un interdit commun. Un troisième chapitre sera consacré au problème du genre, très discuté au Brésil dans les milieux académiques, à la différence de la France. Enfin, un quatrième chapitre... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.